de la compte. Salut à tous! Pour conclure cette année des médias 2005, nous allons revenir sur les succès et les échecs du PAF, des tops et des flops. Et vous allez voir que s'il y a eu de belles surprises, il y a eu aussi quelques belles plantades. Valérie Benaïm en a fait les frais, mais également Michel Fugain ou son ami Le Bachelor. Honneur aux vainqueurs. On débute par les tops de l'année. Les gagnants sont Éric Dussard et Christelle Robière. Un an de télé, 8760 heures de programme sur chaque chaîne, mais seulement quelques-uns que nous avons classés dans les succès, comme Plus belle la vie. Ça, c'est formidable. Et beaucoup d'autres que nous avons dû en revanche ranger dans la catégorie perdant. C'est dégueulasse de pas avoir fait ça. Notre grand classement du jour, 2005, en 7 histoires de gloire pour rendre hommage à nos statuettes disparues, mais en 10 histoires d'échecs, parce qu'on en avait envie. Et d'ailleurs, on se garde le meilleur pour la fin, les bides. Commençons donc avec le grand classement des succès. Avec un grand S. Loulou la brocante sur France 3, considéré par tous comme l'un des hommes qui ont compté à la télé cette année. Ah bah alors si c'est ce qu'on dit. Oui, vous êtes incontestablement la vedette de l'année sur France 3, puisqu'au tableau des meilleures audiences de la chaîne en 2005, on trouve Homo Sapiens et ses 8 200 000 téléspectateurs en janvier. Et juste derrière, une soirée à 8 100 000 téléspectateurs pour cet autre homme préhistorique. Qu'est-ce que tu dis là? Les secrets de Loulou pour draguer la ménagère de moins de 50 ans, sa modernité. Je donne 300 francs, ça va? Et son bolide dernier cri. Toutes les téléspectatrices rêvent de pouvoir un jour monter à bord de ce tonnerre mécanique, de découvrir son habitacle entièrement fait à la main par Loulou, ainsi que son système de sonorisation high-tech, Loulou ayant rajouté de puissants boomers pour en faire une vraie disco mobile. Ce qui lui cause parfois quelques problèmes avec les autorités. Monsieur, bonjour. Contrôle. Contrôle. Les Rois Maudits, 6e plus gros succès de l'année à la télé, 7 200 000 téléspectateurs en moyenne pour les 5 épisodes diffusés à l'automne. Un bémol toutefois comme une malédiction, une baisse continue des audiences entre le premier et le dernier épisode. Il ment. Mais non, les chiffres sont là. 8 700 000 personnes pour le premier épisode, 6 millions 2 pour le dernier, soit tout de même 2,5 millions de personnes qui se sont envolées dans la nature. En 5e position de ce grand classement des gagnants de 2005, Cyril Lignac. En début d'année sur M6, 4 300 000 téléspectateurs lui ont dit toutes les semaines. Un beau succès pour celui à qui nous avions concocté un bon petit sujet lorsqu'il était venu nous voir. Un test de son restaurant par le délicieux critique gastronomique François Simon. Et ça commence assez logiquement par l'entrée. Bon là, ça s'appelle la tarte fine de légumes. Première chose, première constatation, la tarte a disparu, on a fait un biscuit. Bon, c'est peut-être un détail, mais c'est important parce que le biscuit, lui, il va se rompre en, regardez, en petits morceaux, alors que la tarte, elle, c'est beaucoup plus compacte, plus cohérente. Il irait beaucoup mieux avec les légumes qui sont de leur côté assez sympas. Maintenant, on a les noix de Saint-Jacques avec un lard croustillant et tout au fond, un soi-disant carpaccio de foie gras. Alors là, je comprends pas bien parce que logiquement, c'est cru et ça va être lamellisé, tandis que là, c'est passé en crème sous l'effet du bouillon de châtaigne. Autrement, c'est un peu gras sur gras, quoi. C'est un peu dommage. Les Saint-Jacques ont disparu. Ça arrive souvent. Bref, sans plus. Mais c'est surtout au dessert que Cyril Lignac avait dégusté. Bon, alors les desserts, il y a d'abord ce tiramisu invraisemblable et un peu crétin à base de noix de coco. Et là, ce sont des gaufres gentillettes qui croustillent gentiment, moelleuses. Et sur le côté, dans le petit verre, il y a une crème légère de Nutella. Bon, on aime bien aujourd'hui la régression des bonbons, c'est à la vogue, on l'a allégé heureusement, et ça fait un dessert bon dissocié. J'ai jamais cru dans les desserts dissociés, mais qui s'avale. Ce qu'on a du mal à digérer en revanche, c'est l'addition. C'est vrai qu'on doit juger un restaurant sur le contenu de l'assiette, mais moi je rajouterais quand même qu'on doit juger le restaurant sur le contenu de l'addition. Et ici, dans ce restaurant qui est dans l'ensemble pas trop mauvais, qui est même... c'est une bonne surprise, on peut dire, parce qu'on aurait pu s'attendre au pire. Je pense que les prix sont beaucoup trop élevés. Une addition à 120 € alors qu'on n'a pris que 2 verres de vin, c'est beaucoup trop cher. D'autant que pour ce prix-là, on n'a même pas le droit aux blagues succulentes que nous propose gratuitement un autre grand chef tous les jours à la télé, Jojo, le cuistot rigolo. Pour faire ces œufs, on prend du riz soufflé. Une recette qui fera des œufs heureux. Cyril, si vous voulez que Jojo vous explique comment on mitonne une bonne blague, il est à votre disposition. Ça m'intéresse. Numéro 4, la Starac 5e saison d'après Médiamétrie, 11,5 millions de téléspectateurs pour la victoire de Magali. Et en moyenne, toutes les semaines, ce sont 7 300 000 personnes qui ont suivi les prime time et leurs prouesses techniques. C'est du direct,
J'ai pas entendu le clic. Je savais que ça allait arriver. On peut remettre la chanson, s'il vous plaît? Plus fort le clic, s'il vous plaît. Bonsoir Michel. Vous m'entendez Michel? Allô, allô? Michel Sardou n'est pas loin. Pour faire le show en plateau, le fils spirituel de Julien Lepers. Place au jeu. C'est parti. Monsieur Craig David, qui peaufine en ce moment son deuxième album, qui se prénomme Carlos. Nikos énervé, mais Nikos dépassé cette année côté show par Alexia Laroche-Joubert. Si elle avait quelque peu loupé sa carrière de chanteuse il y a 3 ans, elle s'est en revanche pleinement épanouie cette année dans une autre discipline artistique, la danse. Je sautille un peu sur mon siège, je sais. Ah non, c'est pas du sautillage, hein. C'est de la grande chorégraphie. On voit que vous avez travaillé vos mouvements avec la meilleure, Love Amour. Je danse, oui je danse, plus rien qui compte que la danse. 3e plus gros succès de l'année, celle qui a hurlé tout l'été comme si elle s'était pris à Dolmen sur les pieds. Ingrid Chauvin, héroïne d'un Dolmen aux 12 millions de téléspectateurs sur TF1 et même 13 millions pour le dernier épisode. Jamais une série estivale n'avait rassemblé autant de monde. Un carton dû à un scénario solide comme de la pierre. Des crabes tombés du ciel, les fameux menhirs hémophiles et surtout de somptueuses images de la Bretagne. Dolmen, un succès sans précédent qui essaiera d'égaler la prochaine saga de TF1, Zodiac, le retour de la revanche, déjà en tournage. En tournage jusqu'en janvier, mais dont les premières images ont été présentées en octobre à Cannes au MIPCOM, le marché international de l'audiovisuel. On arrive direct, super bien reçu. Allez, venez. Le Maître du Zodiac reprend les mêmes 2 ans après et recommence en espérant la même audience, 11 millions de téléspectateurs en moyenne. Confiant, TF1 a même laissé beaucoup de liberté à l'équipe. On arrive à convaincre une chaîne d'avoir le culot d'aller dans une direction et de se dire bah, finalement merde ils ont dit oui, je suis pas sûr qu'ils imaginent toutes les conséquences du oui qu'ils nous ont donné, mais je pense qu'on va les bluffer. Tourné principalement en Suisse, le Maître du Zodiac se veut beaucoup plus sombre que son prédécesseur, ce qui d'après son héroïne inquiète le diffuseur. Ça fait peur à beaucoup de gens qu'il y ait un peu de violence et un peu de sexe dans Zodiac. C'est fou comme certains hommes manquent d'imagination. Pourquoi tu joues comme ça avec moi? Ça angoisse tout le monde parce que tout le monde se dit mon Dieu, on est parti sur une série de l'été, on se retrouve avec un thriller, c'est le silence des agneaux, mon Dieu. Mais que TF1 se rassure, à l'étranger, les 2 scénarios de Zodiac plaisent et se vendent comme des petits pains. Ça se fait déjà dans 2 pays, c'est totalement signé, l'Allemagne et l'Italie. Et puis on est en conversation très aboutie avec les États-Unis. Bon, bah ça serait un rêve énorme. Seul point noir, les décors de la série ont brûlé début novembre dans un entrepôt à Asnières-sur-Seine au moment des émeutes. Et ça, le Maître du Zodiac ne l'avait pas lu dans les astres. Nom de Dieu, tout recommence. Ex-aequo avec Dolmen, Mon incroyable fiancé, 6 millions de téléspectateurs en seconde partie de soirée tout l'été sur TF1 et même record absolu, 9 millions pour l'épilogue de cette jolie fable faisant l'éloge de la différence. Mon deuil. Bon d'accord, une grosse farce dont le dindon s'appelait Adeline. J'ai l'honneur de vous présenter votre fiancé. C'est dur. Dur aussi de croire à ça. Vous ne saviez pas que Laurent était comédien? Non, je ne savais pas. J'étais au courant de rien. Vous rien. êtes douté de rien? Rien du tout. En fait, déjà avant le tournage de l'émission, qui s'est tournée en janvier-février, je précise aussi pour qu'on comprenne bien. Et voilà. Et donc il y a quand même eu 3 semaines avant, il y a eu coupure avec la famille, les amis, pas de téléphone. Donc un conditionnement malgré tout pour arriver dans cette émission et découvrir et prendre vraiment tout. Ça n'a pas été trop dur, oui? Ça a été difficile, oui. Surtout quand je découvre finalement il n'y aura pas 10 garçons, qu'il va falloir que je monte à ma famille, qu'on m'a déjà trouvé un fiancé. Pourquoi vous allez continuer alors si en fait le cahier des charges quand on arrive comme ça à une émission, déjà on a quand même la production qui est derrière. Moi j'ai fait confiance à TF1, dont Angela Lorente qui est la productrice et le chef de projet qui est Christophe Gallo, qui ont été là pour moi, qui m'ont accueilli pour les castings et pendant donc le tournage. Et juste avant de partir, ils m'avaient dit, avant que tout commence et que l'histoire prenne forme finalement, ils m'ont dit on compte sur toi, tu vas réussir, il va y avoir des moments difficiles, c'est normal. Si t'es fier d'être important, t'as dans tes mains. Si t'es fier d'être important,
Ces cauchemars éveillés, c'est plus les rêves là. Une question que tout le monde se pose. Alors, vous êtes ensemble ou pas? Ah, non? Ah bah non, on l'a lu à la une de un magazine encore cette semaine, d'un magazine télévisé cette semaine. Comment justement, oui, voilà, les rumeurs partent vite, les choses partent vite. Et non, aujourd'hui, on n'est pas ensemble, on est devenus de vrais amis. Ouais, mais on est très complices, Voilà, on aime bien être ensemble, on aime bien jouer un petit peu de ça. Un joli moment, jusqu'à ce que Florence, comme d'habitude, casse tout. Si vous n'êtes pas amoureuse de Laurent, c'est parce qu'il est trop gros. Autre succès, numéro 2, les incroyables Français de Plus belle la vie pour qui 2005 fut l'année de la résurrection. Oubliez les faibles scores des débuts, aujourd'hui Plus belle la vie explose les scores et a même décroché en novembre un 5 300 000 téléspectateurs. Du tout de moi. Mais pas du tout, 5 millions 3 et en moyenne 4 600 000 téléspectateurs tous les soirs depuis la rentrée. Sans doute les gens ont-ils envie de rêver avec ces jolies histoires mignonnes. Ton père, c'était un drogué. Un toxicomane, reste un toxicomane toute sa vie. Non, c'est ton histoire. T'es malade? Fiche-moi le camp d'ici. Maintenant, tu disparais. Quoi? T'as libéré chez filles? Espèce de porc! Joie, bonheur, de nouveaux ingrédients qui ont permis à la série de se rapprocher à plusieurs reprises cette année de l'audience du JT de France 2. Mon pauvre chéri, ton ego en a pris un gros coup. Il faut donc des trucs horribles pour faire du chiffre. On comprend mieux du coup le choix de la chanson du générique. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle. Le succès de Plus belle la vie, c'est aussi grâce à Rebecca, ex-gardienne de loge chez Bataille et Fontaine. D'ailleurs, elle adore qu'on rappelle ça. Ta gueule! Avec un comportement pareil, faut pas qu'elle s'étonne après qu'on la prenne pour une folle dingo, hein. Moi, j'attendais quelqu'un en fait à la sortie du métro. Et là, il y avait 2 personnes que je qualifierais un petit peu de racailles, si jamais ils regardent. Ouais. Ils ne s'en vexent pas. Ouais. Et je les entendais parler, puis tout à coup, il y en a un qui dit « Ah, vas-y, c'est la folle. Putain, c'est la folle. Si, je te jure, c'est la folle. » Et ça a duré comme ça pendant peut-être 5-6 minutes. Ouais. Puis au bout d'un moment, ça a commencé un petit peu à me saouler. Donc je Ouais. leur ai gentiment dit que j'étais pas si folle que ça. Ouais. Et là, le type est arrivé vers moi avec un pantalon qui descendait super bas et tout. Et il arrive, il me fait « Non, mais attends, vas-y, tu peux me faire un autographe, c'est pour ma meuf. » Non, parce que tous les soirs, nous, à 20h20, à 20h10, elle m'appelle, elle me dit « À 20h20, t'es à la maison, il y a Plus belle la vie. » Et oui, les jeunes aiment Plus belle la vie et France 3 penserait même du coup à rebaptiser la série en Je kiffe la life. Tu plaisantes, j'espère. Plus belle la vie numéro 2, tout le monde se pose donc la question. Alors... Oui, qui est le vainqueur de cette année 2005 ? Numéro 1, Coé, à la radio, à la télé, il ose tout et ça paye. 2 700 000 téléspectateurs en moyenne tous les jeudis soirs sur TF1 et pour couronner le tout, le titre d'animateur préféré des jeunes. Ce qui n'a pas dû lui déplaire vu que Sébastien Coé aime beaucoup Coé Sébastien. Qui aimez-vous en télé ? Comme gens de télé, Oui. c'est une horreur. Je n'aime quasiment personne à part moi. Une blague ? On aurait peut-être dit oui s'il ne nous avait pas répété la même chose quelques mois plus tard. Quel est votre animateur de moins de 50 ans préféré, en dehors de vous? Oh merde, j'allais dire moi. Mais n'allez pas croire que Coé n'aime que lui. Il a aussi un ami très fidèle. Avez-vous tenté de vous réconcilier avec Arthur? J'aurais bien fait jusqu'à cet été. Oui. Et je n'ai plus du tout envie de le faire. Que s'est-il passé? Je pense qu'il est allé trop loin sur moi. Je pense qu'il a dit trop de choses dans la presse. Je pense qu'il est allé trop violemment dans des extrêmes. Et je pense que jusqu'à cet été, on a même des gens en commun, parce qu'on a des amis communs, à qui j'avais dit, écoutez, organisez-moi un déjeuner, organisez un dîner. Y a pas de... Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Alors là, vous pouvez vous le foutre où vous voulez, votre buzzer, parce que j'ai raison. Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu, mais je vous jure que c'est vrai. 10 ans qu'on ne s'est pas croisé depuis que j'étais son stagiaire à Fun. Ça fait même plus de 10 ans, ça fait 13 ans. Sébastien Coé, qu'auriez-vous envie de lui dire, là, aujourd'hui, yeux dans les yeux? Mais ce que j'aurais envie de lui dire les yeux dans les yeux, c'est je comprends pas pourquoi il y a cette haine vis-à-vis de moi. Moi, franchement, j'ai rien contre lui. Quand je dis qu'il a une réussite de folie, tout le monde me dit, bah ça y est, c'est un pic. Alors que c'est super sincère, donc voilà. Coé, un franc-parler et une volonté d'aller jusqu'au bout de ses idées, de les assumer pleinement. Bref, un ovni dans un paf aseptisé, une singularité qui a fait son succès. Je crois qu'il a bien fait la synthèse entre un public très populaire, très provincial, et puis une sorte de modernité, une capacité à transgresser, à provoquer, qui, je crois, plaît aux gens.
À seulement 33 ans, Coé est au top. Mi-octobre, un sondage Ipsos le consacre animateur de moins de 50 ans préféré des jeunes. Et ce n'est pas tout, la méthode Coé séduit un public de plus en plus large. Aujourd'hui, on voit que toutes les sites périphériques et les ménagères moins de 50 qui sont chers à TF1 viennent massivement sur le programme. Grand public parce que la provoque de Coé reste bon enfant. La preuve avec l'élément soi-disant insolent de la méthode Coé. C'est Cécile Moharic est loin de Minibus. Ça pète la classe. T'imagines la méthode Moharic est loin de Minibus. Sur les deux grands talk-shows, Fogiel et Ardisson, il y a d'un côté Baffy, de l'autre côté Carlier. Chez Coé, il y a une blonde avec à forte poitrine. Pourquoi c'est pas joué? Il est relativement sûr de ratisser très très large. Ma mère, tu veux qu'on roule en voiture électrique, mais est-ce que t'as des rallonges pour aller jusqu'à Munich? Cette légèreté est aussi l'ingrédient qui permet à l'émission du jeudi soir de se démarquer des autres programmes. Oh non! C'est devenu un vrai talk, concurrent de ce qui se fait sur les autres chaînes, avec simplement un traitement différent qui va être entrecoupé de sketchs et sur une manière un peu plus humoristique. En 2 ans et demi, l'animal Coé a réussi un sacré pari, voler la vedette au concept de sa propre émission. Au début, on était très contents qu'il y ait le fauteuil parce que c'était le concept super sûr du truc. Puis progressivement, il est resté là comme un accessoire, mais on l'a pas acheté pour autant. Voleur de concept, Coé braque aussi régulièrement ses invités. Il vole un petit peu la vedette, mais je crois que c'est à la mode aujourd'hui à la télévision. Moi, c'était déjà ce que je faisais quand je faisais le Morning Live. C'était moi l'invité de ma propre émission. Je pense qu'il c'est plus qu'un animateur. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il veut faire un one-man show. Grâce à tous ces ingrédients, Coé est aujourd'hui une valeur sûre. D'ailleurs, la société Coé Group, dont il est le seul actionnaire, a réalisé un chiffre d'affaires de 4 400 000 € en 2004, et ce grâce à ses activités télé, mais aussi radio, et tous les produits dérivés de la marque Coé. Et dans la veine de ces animateurs-producteurs qui sont devenus un peu comme ça les mentors de la télé depuis une quinzaine d'années. Et 2006 s'annonce prometteuse. Une adaptation quotidienne du Muppet Show sur TF1 et un prime autour de parodies d'émissions de télé. La méthode Coé est désormais très au point. Dans un instant, le top 10 des plus gros beats télé de l'année. Mais d'abord, un hommage à celles qui nous ont quittés cette année. 3 chaînes ont définitivement fermé leurs portes en 2005. Le 30 août, on disait bye-bye à Match TV plus qu'une chaîne, la dernière réserve naturelle du PAF, où l'on pouvait encore parfois entendre les cris d'animateurs en voie de disparition. Autre chaîne disparue cette année, RFM TV et Live One. À l'automne, s'éteignait cette chaîne de petites annonces qui nous permettait de partir à tout moment à la rencontre d'anonymes passionnants. Parce que là, j'ai une femme en premier, ses fesses. J'aime bien qu'une femme me taille une turlute pendant que je roule. Après cette séquence émotion, voici donc notre top 10 des plus gros échecs à la télé cette année. Numéro 10, les émissions matinales d'M6. En juin, la chaîne arrêtait C'est pas trop tôt, faute d'audience bien sûr, mais aussi sans doute car il jugeait le contenu trop élitiste. Non, mais je suis désolé. Valérie, qu'est-ce que tu veux? Rien, je l'avais dit. Oh! En septembre, naissait donc une nouvelle émission, le Morning Café, de nouveaux animateurs très originaux, leur particularité étant de ne s'exprimer que par cris et onomatopées. Côté audience, là aussi ça reste décevant, mais est-ce bien étonnant quand on voit ça? On n'a pas forcément envie de revenir le lendemain. Faut revenir. Bonjour. Numéro 9, le plus grand français de tous les temps qui fut surtout la plus longue des émissions, 3h20. D'ailleurs, on n'était pas les seuls à avoir trouvé le temps long. Michel Drucker aussi. À 21h05, à 21h16, à 21h25, 21h35, 22h, 22h50, 23h, pile. Voilà. Michel nous avait donné l'heure 16 fois au cours de la soirée. Vous aussi, vous aviez envie que ça se finisse? Oui. Eh bien, rassurez-vous, c'est sans doute bien fini ce genre de soirée vu le score de l'émission. 2 700 000 téléspectateurs seulement, malgré le côté ludique de ce grand classement historique grâce à monsieur qui avait joué à cache-cache toute la soirée. Je suis là, je suis caché, tu ne me vois plus. Bon, après savoir pourquoi il a fait ça...
Numéro 8, Première compagnie. La promesse de départ était ambitieuse. Vous allez adorer ce qu'ils vont détester. Eh ben non, on n'a pas adoré ce qu'ils n'ont pas non plus détesté. Audience ventre mou pour Première compagnie et ses séries d'abdos. Résultat, l'émission ne reviendra pas l'an prochain. Dommage, on aurait aimé pouvoir organiser de nouveau des débats aussi passionnants que celui avec Marlène et Douchka. Morphée plus les femmes que les hommes. J'ai eu cette impression. Bon, moi, je trouve aussi. Non, moi, je pense pas ça. Je pense pas que ça vienne spécialement des chefs. Je pense que c'est surtout qu'on avait des personnalités masculines qui étaient quand même très fortes. Daphné était captivée par cette discussion. À dire vrai, elle était comme tout le monde. Elle attendait que Marlène chante. Bailemos el bimbo, bailemos el bimbo, bailemos el bimbo. Une jolie comptine que les enfants adorent. Bailemos el bimbo. La merde. En 7e position de ce grand classement des beats télé en 2005, le camp des fortes têtes sur M6, qui aura bien réussi à redresser ces jeunes rebelles, mais pas les audiences de la chaîne, au contraire. 3 millions de téléspectateurs en moyenne et une audience décrescendo au fil des épisodes. Il faut dire aussi qu'il n'y avait pas grand-chose à écouter dans ce programme, vu que c'était un peu les aventures de Bip Bip au Canada. Je m'en bats les ça... Moi, je te fais chier, ça... Je m'en bats les... Super. 4 semaines de bip, c'était vraiment casse-cou. Mais au final, un résultat plus que satisfaisant. Les ados arrivés rebelles au camp sont tous repartis chez eux, plein de bonnes résolutions. Mais Kevin, tu dis, la première chose que tu vas faire quand tu retournes chez toi... un gros joint. C'est ça. Ouais. À la télé, il y a des émissions qui ne lassent pas, comme Julien Lepers qui fêtait cette année ses 17 ans d'antenne. Bah, j'ai envie de dire cache ta joie, hein. Et puis il y en a d'autres qui ne supportent pas ne serait-ce qu'une seconde saison, score en baisse cette année pour les redites. À commencer par le pensionnat de Sarlat sur M6, dont les audiences ont légèrement contrarié Commissaire Navarron. Je suis de mauvaise humeur. On comprend pratiquement 2 millions de téléspectateurs de perdus par rapport au premier pensionnat. C'est la chute libre. Au final, l'émission a été suivie cette année par 3 400 000 téléspectateurs. Moi je dis c'est nul. Autre redite qui ne fut pas couronnée de succès, le Bachelor 3, seulement 3 millions de téléspectateurs, c'est moins bien que l'édition précédente. On ne peut pas dire que cette année tout le monde a eu envie de regarder. Hein. Tu m'emmerdes avec tout le monde qui regarde, j'en ai rien à foutre de tout le monde qui regarde, moi je m'en tape des autres. Mauvaise surprise enfin au rayon énième édition pour la Ferme 2 sur TF1, elle s'est embourbée côté audience en perdant en prime time 1 million de téléspectateurs par rapport à l'année dernière. C'est pas terrible ça Régine, hein. On retiendra donc de la Ferme 2 la classe légendaire de Régine et la parfaite adaptation d'une certaine baronne Brunstetter, si à l'aise au milieu des poules qu'elle avait même adopté leur langage. On aurait aimé que Régine fasse la même chose. Moi je te dis que je suis pas d'accord, merde. Ça devait être encore plus fou, encore plus complet qu'Union Libre. Au final, encore plus libre. Numéro 5 du top des échecs, ce fut surtout beaucoup moins d'audience que l'émission de Christine Bravo. Courte existence pour cette émission censée célébrer l'Europe le samedi soir sur France 2. Elle n'aura tenu que 6 mois et nécessité 2 animateurs, le premier Nagui ayant rapidement jeté l'éponge. Vous avez quitté la présentation de l'émission. C'était vraiment pour des raisons d'emploi du temps, d'agenda, ou plutôt pour des incompatibilités d'humeur avec votre coproductrice? Ça se joue pas spécialement à l'humeur. Ce qui s'est passé à partir du mois de janvier, au bout d'un mois d'émission, en fait, je me rendais compte qu'il y avait dans la manière de travailler la coproduction, c'est-à-dire nous nous occupions du divertissement, du plateau, des invités, Péprod s'occupait du fond, des sujets, des chroniqueurs, et la quadrature du cercle fonctionnait pas. Voilà, enfin moi j'accrochais pas en tout cas, je voyais pas les éléments, je pense qu'il n'y avait pas un total épanouissement de l'autre côté aussi. Ouais. Donc finalement vous êtes soulagé. Il était plus simple fin janvier en tout cas de se dire bon, arrêtons cette animation-là, mais continuons de garder la structure de l'émission telle qu'elle, donc la copro continue, et c'est Karine Le Marchand qui présente. Donc finalement vous êtes soulagé. Oui, vous êtes mieux soulagé. comme ça. Ouais. Alors Karine Le Marchand vous a succédé, elle a fait 17% de part de marché, c'est plus que votre moyenne à vous. Est-ce que finalement, a posteriori, vous vous dites c'était une erreur de casting? Peut-être que c'est pas l'endroit où le téléspectateur a envie de me voir. Ouais, peut-être que ce genre de magazine qui nécessiterait à mon avis plus de fond. Oh non, le fond il était là, on le touchait bien. Cela dit, France 2 tenait sa promesse. L'air est plus vif sur France 2. Nagui parti, Karine Le Marchand reprenait le flambeau d'Encore plus libre avec encore plus d'exigences quant au traitement de la question européenne grâce à des invités encore plus drôles. Oui, mais les femmes allemandes ne sentent pas bon. Enfin, celles que j'ai connues, Birgit. Encore plus libre, un plus rédactionnel indéniable et pourtant l'émission ne décollera jamais en termes d'audience. Elle finira même par se cracher définitivement au mois de juin. C'est horrible. Direction M6 pour le 4e plus gros beat de l'année. Attention
mesdames et messieurs. Dans un instant, ça va commencer. Bah non, justement, c'est bien ça le problème, c'est que ça n'a jamais commencé côté audience. Ça a même été un échec total, on peut le dire, Jean-Claude. La réponse est non. Mais la réponse est non. Eh bien pourtant si, 2 millions de téléspectateurs seulement pour les 5 premiers épisodes et une part de marché souvent en dessous des 10%. Un échec qui n'a, cela dit, pas trop affecté Michel Fugain, au contraire. Vous avez vu Sandrine, attention mesdames et messieurs, sur M6 tout à l'heure Valérie Lemercier. Non, pourquoi tant mieux? Vous voyez que c'est plus fort que vous, parce que vous trouvez que c'est dissuasif par rapport au spectacle. Pour l'instant, effectivement, ils ne parlent pas beaucoup du spectacle. Moi, les auditions, tout ça a été fait au mois de juin et juillet, d'accord? Est-ce que tu imagines une seconde où on en est maintenant? C'est-à-dire qu'on a commencé à travailler au 15 octobre, c'est ça? D'accord? Depuis le 15 octobre, on a avancé sans arrêt. On sait exactement de quoi est fait le spectacle, on sait comment il est. C'est vrai, je le répète, on a faim et je crois que le public a faim de voir enfin ce qu'on est en train de faire. Michel. Au final, le public n'aura pas eu trop le temps d'avoir faim. Au bout de 5 numéros, M6, en raison des audiences, décidait de déprogrammer l'émission pour la passer en seconde partie de soirée. Merde! Direction France 2 pour la 3e place des Beats Télé en 2005 avec un très mauvais scénario pour Comme au cinéma. Plus qu'une émission, un vrai film tragicomique. Comique pour les guéguerres internes qu'a connu Comme au cinéma et tragique car l'histoire s'est mal terminée. Pas de happy end Comme au cinéma pour l'émission dont c'était la dernière séance début décembre. Motif des audiences trop faibles. Même le premier présentateur de l'émission, Frédéric Lopez, ne la regardait pas. Je vais vous dire la vérité, je la rate souvent. Rassurez-vous, Daniela aussi la ratait souvent. Grand con. Oh, ça va, c'était pour plaisanter. En vérité, nous avions particulièrement aimé l'une des nouvelles formules inspirées du Journal du Hard. Est-ce que ça a été une expérience agréable d'avoir été une pute? Monica, on a tous envie de se la faire. Vous marchez beaucoup à l'excitation, vous, non? Daniela libérée jusque dans la presse où elle expliquait il y a quelques semaines que Comme au cinéma était tout simplement de la Elle ne faisait cela dit que perpétuer une tradition de polémique au sujet de l'émission initiée par l'ex-présentateur de Comme au cinéma, Michel Field, qui en janvier dernier nous disait tout le bien qu'il pensait de la manière dont cette émission était faite à l'époque où il la présentait. Le contrat, il était simple avec France Télévisions. Il me faisait revenir, je ne produisais pas l'émission, j'en avais pas la maîtrise éditoriale, j'acceptais de la présenter. Je n'ai pas toujours présenté les émissions que j'aurais aimé présenter à l'antenne. Donc à la fin de la saison, sur des résultats plus décevants, l'émission à Cannes où on avait Michael Moore comme invité, commencé par Eric et Ramsey, c'était juste une connerie éditoriale totale. Et vous ne pouvez pas vous y opposer? Je ne pouvais pas m'y opposer. Je trouvais aberrant la ligne éditoriale. Maintenant, il n'y a pas sur le service public de culture de responsabilité. C'est vrai que la directrice des magazines qui avait la haute main sur ce magazine n'a pas démissionné de l'échec flagrant de cette émission et d'autres qu'elle a mises à l'antenne. Bon, mais ça, c'est... D'après vous? D'une certaine façon, elle aurait pu le proposer. C'est toujours élégant, quoi. Mais voilà, parce qu'il y a un moment donné, quand se décharger toujours sur les autres de la faute qu'on a soi-même commise n'est pas forcément la meilleure éthique professionnelle. Une semaine après ces propos, nous proposions donc... On fait le match avec Claire Dabrowski, à l'époque directrice des magazines de France 2. Donc vous pensez que Michel Field, en fait, c'est une attaque personnelle contre vous? Non, parce que moi je comprends, c'est difficile d'être à la télé, c'est difficile d'en repartir. Il dit qu'il n'y a pas de culture de responsabilité sur France 2. Et ça, moi je viens surtout pour répondre à ça et au nom de ma direction et évidemment en mon nom. Notre responsabilité, justement, c'était d'arrêter notre collaboration avec Michel Field. Pour revenir juste sur cette émission précisément, il semblerait quand même qu'il y ait un problème. Si on regarde Comme au cinéma, depuis l'époque Frédéric Lopez, qui est celle des débuts qui marchait le mieux. Absolument. La version Daniela Lombroso aujourd'hui a bien du mal à trouver son public. Quel bilan tirez-vous? Daniela Lombroso est quelqu'un qui avait envie vraiment de cette émission. Elle s'y investit, elle travaille énormément. Et déjà, je peux vous dire que pour nous, c'est déjà très agréable comparativement à l'année dernière. 12 mois après, que reste-t-il de cette dispute? Rien. Michel n'est pas revenu sur France 2. Claire Dabrowski est rentrée chez elle à l'arrivée de la nouvelle direction de France Télé. Et Comme au cinéma devrait être remplacée en janvier par une nouvelle émission présentée par Isabelle Giordano. En deuxième position de notre grand classement des grands échecs à la télé cette année, pas une, mais 3 émissions. Celle mise à l'antenne à la rentrée sur France Télévisions est très vite supprimée, faute d'audience, une véritable hécatombe. 6 semaines de vie seulement pour Sur le Vif, l'émission quotidienne de Karine Le Marchand sur France 2. Elle était pourtant bien, cette idée de remettre des speakerines à l'antenne. Dans ce premier épisode, vous allez faire la connaissance de personnages hauts en couleur. Autre victime d'une audience trop faible, les Poulons des Dents le samedi sur France 2 qui se sont rapidement fait clouer le bec. Mais la palme de la rapidité revient à Valérie Benaïm sur France 3. Elle nous avait déjà surpris l'an dernier avec l'arrêt de J'y vais pas au bout de 4 mois, mais elle a fait encore mieux cette année. Exactement. Voilà. Jules et les filles, son émission des débuts d'après-midi de France 3, n'aura vécu qu'un tout petit mois.
Vous avez dit que vous étiez peut-être trop novateur. C'est vrai. Vous le pensez vraiment? Je le pense, et même la direction l'a pensé, puisque on est arrivé avec à la genèse de la chose. On était quand même avec 5 pilotes, 5 émissions proposées aux téléspectateurs. Ils en ont choisi une qui s'avère être Jules et les filles. Celle-ci a très très bien fonctionné auprès d'eux, donc on a décidé d'y aller. Et en se disant, ne faisons pas dans la demi-mesure. D'abord, les co-animatrices, les présentatrices qui étaient avec moi, les chroniqueuses, étaient des amies de longue date, des journalistes. Et puis, on a décidé effectivement d'être dans un champ un peu plus nouveau pour les téléspectateurs de France 3, encore une fois à cet horaire-là, et qui n'y étaient peut-être pas habitués. Et il faut se remettre aussi dans l'histoire de cette... En quoi était-ce aussi novateur? Parce que ça restait des gens qui parlaient, des filles qui parlaient ensemble. Je pense pas que Jules et les filles, c'était des filles qui parlaient. Non, c'était des filles qui riaient. On se souvient avec émotion de ces 56 rires lors de la première émission, mais on les comprend. Nous aussi, ça nous avait fait le même effet quand on avait découvert la chronique de Ruth Elkrief. Vanille ou chocolat, la piscine ou la plage? Vous êtes posé ces questions cet été, les filles, c'est sûr. Rassurez-vous, aujourd'hui, Ruth va beaucoup mieux. Elle a même pu retrouver une activité normale sur une nouvelle chaîne BFM TV, dernière née de la TNT. Jules et les filles, les poules ont des dents, 2 échecs pour 2 magazines féminins, un genre qui rencontrait pourtant autrefois un franc succès. Il y a 13 ans, le cultissime Froufrou alignait 4 millions de fidèles chaque samedi sur France 2. Toutes les filles qui venaient de Froufrou, quasiment sauf Sonia Dubois, venaient de Cosmo. Cosmo, c'était un journal hilarant. C'était la première fois que dans l'histoire des femmes, les femmes avaient une autodérision sur elles-mêmes. 2, 1, plateau. Ouais. Allez les filles. Malgré les encouragements en régie, les poules ont des dents sur France 2 n'ont pas dépassé les 1 400 000 téléspectateurs. Quant à l'autre basse-cour, Jules et les filles, elle n'a attiré que 350 000 personnes en moyenne en quotidienne sur France 3. Alors pourquoi ce rejet? Une bonne petite blague, parce que se faire épiler... La rédactrice en chef de Elle aime à dire que 40% des lectrices de Elle sont des lecteurs. Alors, jusque-là, le challenge n'a pas été réussi. Et puis, s'agissant de Jules, il y avait aussi, au-delà même de homme-femme, un problème un petit peu de niveau du débat, entre guillemets, et de niveau auquel on plaçait les préoccupations supposées du public présent l'après-midi. Mais pas le petit bisou de débutant de maternelle, hein. Ah ouais. Le vrai baiser, le langoureux, le fougueux avec la langue. Il a fait ce choix. Du coup, le nouveau président de France Télévisions s'est appliqué à tenir ses promesses de rentrée. J'ai défendu devant le CSA un véritable virage éditorial et stratégique. France Télévisions, c'est aussi se remettre en question. Jules et les filles s'est fait tordre le cou 1 mois à peine après son apparition. Quant aux poules ont des dents qui mélangeaient information et divertissement, ces jours ont très vite été comptés. On a le trimestre pour réussir. On va travailler pour que cette émission nous ressemble et puis que les gens viennent la regarder avec plaisir et on va essayer de ne pas se stresser en regardant les chiffres. 2 semaines après cette interview, France 2 arrêtait les poules, jugeant la formule pas assez originale. À la place, Laurent Ruquier et On a tout essayé. Il faut que ça marche assez vite. Donc du coup, effectivement, dès qu'une émission ne fonctionne pas, on essaie de la remplacer par une valeur sûre. Et cette fois, ça marche. Laurent Ruquier a retrouvé les 4 millions de téléspectateurs de Froufrou avec un autre genre de caquetage. Suspense au paroxysme, mais qui est donc le numéro 1 de ce top des échecs à la télé en 2005? Pour le savoir, il suffit d'ouvrir l'enveloppe et promis, on va faire plus vite qu'au César. Hein. And the loser is... Evelyne Thomas. J'ai rien dit. C'est ça, c'est le terme. Rien ou presque pour Evelyne Thomas à l'antenne en 2005. Une année noire qui commençait par son départ de Combien ça coûte après seulement 6 mois de concubinage avec Jean-Pierre Pernaut. Une rupture sans doute due au fait que madame voulait porter la culotte. Oh non, ça serait pas bon genre. Ah bon? C'est pas ce qu'on nous avait expliqué. Le hiatus sur Combien ça coûte, c'est que la production et Pernaut attendaient certainement d'Evelyne Thomas qu'elle soit un moteur annexe pour l'émission, une sorte de faire-valoir de luxe, et qu'à l'inverse, elle, arrivant sur TF1, a voulu montrer immédiatement qu'elle était une animatrice de poids pour le prime time et a voulu occuper toute la place, en tout cas beaucoup de place. Et c'est ainsi qu'Evelyne Thomas a claqué la porte de Combien ça coûte, laissant le 16 février dernier Jean-Pierre Pernaut seul aux commandes. La deuxième partie de Combien ça coûte, toujours en direct, avec Albert, avec Marie, avec tous leurs enfants.
Car Evelyne a de l'ambition à revendre et plus question pour elle de partager la vedette. On l'a vue à Saint-Tropez en vacances dans les journaux People. Elle a voulu faire Marianne. Elle a voulu vraiment devenir une star. Elle a revendiqué le statut de star. Or, le problème, c'est que star, c'est une étoile. Une étoile, c'est quelque chose qui est inaccessible. Et on ne peut pas être à la fois proche des gens et éloigné et inaccessible. Il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner, qui est complètement antinomique. C'est une révélation après coup. Un peu comme en politique, effectivement, quand on découvre qu'un politique, il avait des belles idées, il voulait défendre son parti et ses votants, et qu'il devient finalement comme les autres. C'est-à-dire, il roule pour lui. En réalité, Evelyne Thomas avait choisi de rouler pour elle bien avant l'arrêt de Combien ça coûte. La grosse décision signifiante dans toute cette histoire, c'est de passer de France 3 à TF1, en fait. Et France 3 est une chaîne de proximité, qu'on le veuille ou non, c'est une chaîne régionale, c'est une chaîne qui se targue et à bon escient d'être proche des gens là où ils vivent, alors que TF1 est une machine. Son image a commencé à changer il y a 1 an et demi, quand Evelyne a quitté avec pertes et fracas son producteur de toujours, Jean-Luc Delarue. Et ce qu'on voit, c'est que c'est un problème d'argent, et que pour avoir son argent, elle était prête à sacrifier son public. À partir du moment où elle a sacrifié le public est prêt à la sacrifier elle. C'est réciproque. C'était son choix, mais du coup, il lui reste toujours à rebondir. En début d'année, Evelyne Thomas retrouvait donc sa liberté avec C'était mieux hier, une émission en solo. Mais alors vraiment en solo, 4 800 000 téléspectateurs seulement d'après Médiamétrie. C'était mieux hier n'avait fini que 3e des audiences le soir de la diffusion. Autant dire que C'était mieux hier ne reviendra pas demain à l'antenne, ni même jamais. Un échec de plus, pas de doute, Evelyne Thomas. C'est plus que c'était mieux avant. Et ce n'est toujours pas mieux en tant que productrice. Son émission Starting Over en fin d'après-midi sur TF1 a été un bide. Elle vient de passer à la trappe car côté audience, les starteuses se mangeaient vraiment trop le mur. Ah putain! Un arrêt qui a, cela dit, dû soulager Evelyne, elle qui souffrait tant lorsqu'elle découvrait les scores de l'émission. Pas assez d'attention! Pas assez d'amour! Je souffre! Une déception d'autant plus grande qu'Evelyne avait réuni tous les ingrédients du succès. À commencer par un casting de rêve avec notamment cette femme qui se prenait pour Sylvie Vartan. Quand le chagrin de mon enfant est effacé, il suffit de les yeux. Elle aurait été parfaite pour C'est mon choix. Je me bats pour Sylvie. D'ailleurs, ce Starting Over, c'était un peu un nouveau départ pour un nouveau C'est mon choix. Tous les fondamentaux du talk show culte étaient là, les miroirs. Et comme dans C'est mon choix, de grands moments d'émotion nasale. La disparition de cette émission, c'est en tout cas un sale coup porté à la culture et à la langue française. Aujourd'hui, vous êtes mes serviteuses. Des femmes savantes, capables d'inventer de nouveaux mots. Comme moi, j'imagine, vous êtes déjà sidéré par tant de talent. Mais il y a encore mieux, de nouvelles invectives comme tête de coach. T'as vu, elle fait une tête de coach, tête de coach, tête de coach. Alors bye bye Starting Over, bye bye le talent. Et Evelyne, encore toutes nos excuses de vous avoir désigné plus gros bide télé de l'année 2005. C'est dégueulasse d'avoir fait ça. On ne pouvait pas se quitter comme ça. Des succès, des échecs, c'est bien, mais il faut aussi récompenser la pensée. Voici donc notre top 5 des moments les plus cérébraux à la télé en 2005. Grâce à lui, il fait toujours beau au pays de l'humour. Merci Patrice Drevet d'avoir ensoleillé notre quotidien avec une salvatrice pluie de blagues qui nous ont inondés de bonheur. Allô, John. Aujourd'hui, on fête la Saint-Saturnin, avec un froid de canard, évidemment. Bon, en Suisse, les habitants ne sont pas les suicidés, on est d'accord, ce sont les Suisses et les Suissettes. Et un en Suisse. Un Suisse, allez. Elle méritait de figurer dans ce classement des plus belles déclarations de l'année. C'était au printemps, sur M6. Super Nanny nous invitait à réfléchir au sens de la vie. On ne menace pas son enfant d'une ratatouille. C'est du n'importe quoi. Sur la 3e marche du podium, une jeune férue de lettres qui devait toujours finir numéro 1 en lecture à l'école. C'était sur Fun TV. J'hésite entre sous la douche dans un camping ou dans un jacuzzi d'un hitch. Mais je vais aller dans un jacuzzi d'un hitch. Dans un jacuzzi d'un yacht. Ah oui, d'un yacht. On ne peut pas toujours plaisanter. En 2e position, voici donc la phrase la plus déchirante de l'année. Elle est signée Véronica Loubry dans La Ferme. C'est de ma faute, j'ai dit que les pâtes étaient trop poivrées. Une histoire de nouilles à laquelle elle faisait encore allusion il y a quelques semaines dans le calendrier 2006 des Pin-Up Télé 7 jours, en posant devant l'objectif un plat de pâtes renversé sur la tête.
Et voici donc la plus belle déclaration de l'année 2005, une vraie mélodie, celle du bonheur, entonnée par Sophie Favier. Dans l'Euro-Million, ce soir-là, tous les téléspectateurs avaient décroché le jackpot avec elle. Vendredi dernier, c'était chaud. Cacao, chaud, 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 chocolat. Pour un Britannique qui a donc empoché 15 millions d'euros. Hello. Le soleil brille, brille, brille pour cet heureux gagnant. La vie est donc une comédie musicale pour près d'1 400 000 gagnants de la semaine dernière. Ta, ta, yo, yo. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Merci pour ce grand moment, Sophie. On espère franchement que vous remettrez ça en 2006. Je voudrais ben, mais je peux point. Voilà, c'est la fin de l'année des médias 2005. Un grand merci à Eric Dussard et Christelle Rebière qui ont préparé cette série d'émissions. On reprend les bonnes habitudes et on se retrouve le samedi 7 janvier à 12h45 en clair dans Plus Clair. D'ici là, passez de très bonnes fêtes. À l'année prochaine.